Investir Malin, une émission présentée par Alexandre Brunet et Gaëtan Lefebvre, cofondateurs du site construire-sa-retraite.com. Eh bien, bonjour à toutes et à tous, investisseurs malins. Alors, voici l'heure de votre rendez-vous mensuel consacré à l'investissement immobilier. C'est avec d'ailleurs un grand plaisir que nous vous retrouvons pour cette nouvelle saison. Alors, à chaque fois, vous savez, lors de ce rendez-vous, nous vous proposons de décrypter, avec l'aide de notre invité, une thématique sur l'immobilier afin de vous donner les meilleures astuces et stratégies. Alors, avec le confinement, le déconfinement, les vacances, ont peut-être été finalement un moment pour vous privilégié pour réfléchir à votre avenir, à la retraite. Et puis, si vous avez réfléchi, vous êtes sans doute intéressé à l'immobilier. Et qui ne s'est pas dit un jour, pourquoi je ne serai pas finalement promoteur immobilier, c'est-à-dire celui qui construit des logements pour les vendre. Tu as raison Gaëtan, d'autant plus que la fameuse demande de maisons avec jardin, suite à ce fameux confinement, augmente en flèche en ce moment. Et cela donne donc des idées et des envies de proposer des logements répondant aux besoins de ces personnes. Cela tombe très bien, car les choses sont bien faites. Ce mois-ci, nous avons le grand plaisir d'accueillir David Devilla, qui est spécialiste de l'achat-revente et PDG de Devilla Capital. Alors David Devilla, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, construire une maison pour la louer ou pour la vendre, c'est bien le métier d'un promoteur, alors en quelque sorte. Est-ce que ce n'est pas quand même un peu risqué pour le commun des mortels ? Alors, on peut croire que ça peut être risqué parce que lorsqu'on utilise le terme promoteur ou promotion immobilière, dans l'esprit des gens, on voit tout de suite ces grandes résidences, ces gros chantiers avec énormément de logements qu'on construit. Et évidemment, quand on voit l'envergure de ce type de projet, on peut se dire que ça peut être risqué. Et c'est le métier de promoteur. Mais la promotion immobilière, ça peut être également des opérations beaucoup plus petites, comme par exemple simplement le fait de construire quelques maisons individuelles. Alors justement, parlons un peu de rentabilité de l'opération. C'est quand même ce qui intéresse nos auditrices et nos auditeurs sur Radio Imo. Si on fait construire pour revendre, finalement, c'est peut-être pas si évident que ça de dégager une plus-value comme il y a une vingtaine d'années. Donc, quels sont vos conseils, vos bonnes astuces, vos bonnes stratégies pour obtenir une plus-value immobilière aujourd'hui ? Alors, sans considérer la valorisation du bien dans le temps, en prenant la plus-value immédiate que l'on peut réaliser. Ce qu'on veut, c'est dormir tranquille. C'est ça. Bon. Alors déjà, on est sur une base qui est plutôt intéressante puisqu'on est sur un produit qui est énormément demandé par les Français. Je le rappelle, on le sait déjà tous, mais la maison individuelle est le rêve numéro 1 des Français. Donc déjà, on a un produit immobilier qu'on va proposer au marché qui devrait, a priori, d'après ce que je viens de dire, s'arracher. Donc on a de fortes chances déjà de réduire énormément ce fameux risque lorsqu'on investit, puisque je le rappelle, lorsqu'on fait un investissement, qu'il soit immobilier ou autre, on prend toujours un risque. Après ce risque-là, on peut le maîtriser, le réduire en fonction de l'investissement qu'on va réaliser. Si on investit dans la maison individuelle, dans la construction de maisons individuelles, on a de fortes chances, justement, par rapport à cette énorme demande qu'il y a depuis déjà quelques années, mais davantage encore aujourd'hui après cette pandémie, de réduire ce risque à son maximum. Et également de pouvoir dégager une plus-value. Alors, c'est vrai que ça ne peut pas forcément être évident de faire une plus-value en achetant simplement un terrain et en construisant une maison, bien que. Pour ça, on pourrait pousser la chose un petit peu plus loin et justement revenir à ce concept de la promotion immobilière. Comment fait un promoteur pour gagner aujourd'hui de l'argent, pour dégager de la marge ? Eh bien, il achète un terrain qui est souvent proche des grandes villes, qui coûte souvent très cher et qui est peu accessible pour le mortel des commun des mortels, comme vous le disiez tout à l'heure. Donc, le promoteur, pour pouvoir dégager une marge, ce qu'il va faire, c'est qu'il va chercher à diluer le coût de son terrain en réalisant un certain nombre de logements sur ce terrain-là. C'est ça le truc. Exactement. À partir d'un certain nombre de logements créés, en fait, il va arriver à un point d'équilibre. Et c'est tous les logements en plus qu'il va construire sur lesquels il va réaliser une marge. D'accord. Et bien, pour le particulier, ça peut être exactement la même façon sur une opération beaucoup plus petite, simplement en achetant un terrain. Mais au lieu de construire une seule maison dessus, on va en construire deux. Et de cette façon, on va en fait diluer le coût du terrain. Okay. Si, pour imaginer encore ça un peu plus précisément, si on regarde un petit peu les logements anciens, on peut s'apercevoir que si l'on prend un appartement dans un même immeuble, qui est de grande surface, on va dire, admettons un appartement de 120 mètres carrés, oui. Et si on le compare dans le même immeuble à un studio qui, par exemple, ferait 20 mètres carrés, on va constater la chose suivante, c'est que le prix au mètre carré du grand appartement est beaucoup plus faible que le prix du mètre carré du petit appartement. Et bien, on va retrouver exactement le même principe à propos du terrain et cette fameuse opération.
Alors c'est très intéressant cette stratégie de la doublette, je crois que vous appelez ça la doublette. Alors après, comme vous l'avez expliqué, ça peut être la triplette, ça peut être... Il n'y a pas de limite. Alors un petit bémol quand même, malheureusement, c'est qu'à partir de 2021, les maisons qui seront livrées en 2021, malheureusement, ne pourront plus bénéficier de l'effet amplificateur au niveau de la défiscalisation de la loi Pinel. Et de ce fait d'ailleurs, est-ce que vous préconisez plus de rester sur des maisons individuelles ou plutôt passer sur des petits collectifs ? D'ailleurs, à ce sujet, est-ce que 2 maisons accolées ou 2 logements accolés sont considérés comme 2 appartements ou comme 2 maisons individuelles ? Alors, pour répondre à votre première question concernant la défiscalisation Pinel, oui. Il est vrai qu'en début d'année, nous avons entendu dire que cette loi de défiscalisation allait être supprimée par le gouvernement, et notamment pour les maisons individuelles, à partir de 2021. Très récemment, j'ai pu lire une revue de presse de Bâti Actu qui a publié sur son site que justement par rapport au phénomène de la pandémie et tous les problèmes économiques que ça a pu créer, et également le fait d'avoir constaté que le fait de retirer cette fameuse loi allait priver tout le marché de la construction et de la promotion immobilière de beaucoup d'investisseurs. Aujourd'hui, il faut se rendre compte d'une chose, c'est que lorsqu'on fait un programme immobilier fait par un promoteur, à peu près 50% de ce programme-là est vendu à des investisseurs, justement, qui ont acheté des appartements pour utiliser cette fameuse loi Pinel et réduire leur impôt sur le revenu. En retirant ces investisseurs, c'est un gros manque à gagner pour ces promoteurs, et donc la Fédération du bâtiment est montée un petit peu au créneau, en demandant au gouvernement de revoir un petit peu sa position là-dessus. Et on a appris, donc ça c'est un article que j'ai pu voir sur Bâti Actu, qui dit que le gouvernement serait en train de revenir sur ce qu'il disait. Okay. On n'a pas la précision dans quelle mesure... L'avenir nous le dira. Exactement. Mais il est possible que cette loi de défiscalisation puisse continuer à rester sur la maison individuelle. On verra dans les prochaines publications. Peut-être une bonne nouvelle. Ok, alors faire construire, c'est avant tout travailler avec un architecte, un maître d'œuvre ou un constructeur de maisons individuelles. Qu'est-ce que vous conseillez ? Alors, pour le particulier qui nous écoute, pour vos auditeurs qui nous écoutent aujourd'hui, qui pourraient être intéressés pour réaliser une opération comme ça de maison en doublette, eh bien, ce que je leur conseillerais, s'ils n'ont aucune maîtrise de la construction, s'ils ne connaissent pas bien ce domaine-là, c'est de passer par les constructeurs de maisons individuelles. C'est bordé. Voilà, exactement. Pour quelle raison ? Tout simplement parce qu'il va être énormément protégé. Ouais. Les constructeurs de maisons individuelles d'aujourd'hui ne sont pas les constructeurs de maisons individuelles qu'on a pu connaître dans les années 80 et 90, où il y a eu pas mal de problèmes. Et par rapport justement à ces problèmes, les banques ont demandé à ce que ces constructeurs apportent un maximum de garanties pour leurs clients qui, eux, ne maîtrisent pas forcément le principe de la construction. Donc aujourd'hui, se lancer dans la construction d'une maison individuelle, ça peut être beaucoup plus protecteur pour le maître d'ouvrage, donc celui qui investit dedans, celui qui fait construire cette maison, parce qu'il va bénéficier d'un certain nombre de garanties, comme par exemple les garanties décennales, qu'on le retrouve également si l'on fait par exemple de la rénovation de logement, mais par contre, on va avoir beaucoup plus de garanties, et notamment ce qu'on appelle les dommages ouvrages, une garantie qui va durer 10 ans sur la structure de l'immeuble. Et au-delà de ça, on va avoir également des garanties de parfait achèvement, des garanties financières, qui fait que le maître d'ouvrage a pratiquement aucun risque de voir son chantier arrêté, d'autant plus que le constructeur lui fait un contrat avec un prix qui est déterminé à l'avance et qui ne peut plus bouger. Okay. Et ça, c'est aussi très très confortable et sécurisant pour ceux qui investissent dans les maisons individuelles. D'accord, donc on a abordé l'aspect un peu financier, justement, on vient d'en parler là. Donc si on va un petit peu plus loin au niveau du financement, donc il y a quand même un mais, parce que effectivement les taux sont très très bas, mais le HCSF, le Haut Conseil de Sûreté Financière, recommande aux banques de ne pas dépasser le fameux taux d'endettement de 33%. Et d'ailleurs, les banques suivent assez précisément cette directive. Donc, selon vous, quelle est la meilleure façon pour présenter un dossier et donc pour obtenir le financement auprès d'une banque ? Alors déjà, le premier conseil que je pourrais donner à nos éditeurs, c'est de faire attention à leurs économies, à leurs revenus et à la tenue de leurs comptes. Ça, c'est la première chose. Une bonne hygiène financière. Une bonne hygiène financière, tout à fait, pour montrer justement à leurs banquiers qu'ils savent gérer leur argent et qu'ils vont parfaitement rembourser leurs prêts. Parce qu'il faut le savoir, une banque n'est pas un investisseur immobilier, elle ne connaît pas forcément grand-chose en immobilier. Par contre, c'est un évaluateur de risque. Donc, elle, ce qu'elle veut, c'est que si jamais elle nous prête de l'argent, qu'on soit sûr de lui rembourser cet argent. Déjà lui montrer qu'elle peut avoir confiance en nous par avoir une bonne hygiène financière, justement, comme vous le disiez tout à l'heure. Ça, c'est la première chose. Ensuite,
par rapport à cette restriction du taux d'endettement imposé par le HCSF, eh bien, justement, la stratégie, la méthode de faire réaliser des maisons en doublette, donc 2 maisons plutôt qu'une, va permettre justement d'essayer de réduire cette problématique, parce que le fait de louer une maison, alors là je parle beaucoup pour ceux qui veulent par exemple habiter une maison, devenir propriétaire d'une résidence principale, le fait d'avoir une deuxième maison et un locataire, par conséquent, va leur permettre d'obtenir un revenu supplémentaire. Et ce revenu supplémentaire, la banque va en tenir compte pour calculer ce taux d'endettement qui va pouvoir donc de ce fait être réduit. D'accord. Ok, allez, on a plein d'autres questions à vous poser, le temps passe très vite, c'est passionnant, David de Villa. Une question concernant la recherche du terrain. Alors malheureusement, la plupart d'entre eux sont déjà divisés au maximum. Évidemment, des promoteurs ou des géomètres sont passés par là. Qu'est-ce que vous pouvez conseiller à nos auditeurs pour essayer de trouver un terrain qui présente la capacité d'être redivisé? Est-ce qu'il y a une stratégie particulière? Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, trouver des terrains à diviser, c'est assez difficile. C'est d'ailleurs le travail d'une certaine catégorie professionnelle qui s'appelle les marchands de biens ou les lotisseurs, par exemple. Donc c'est vraiment une denrée rare. C'est très, très, très difficile à trouver. Pour le commun des mortels, pardon, je fais ça va être plutôt compliqué, c'est vrai. Le plus simple, en fait, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, moi j'investis depuis 13 ans avec cette façon-là, c'est que je ne cherche pas forcément de terrain à diviser. Je cherche plutôt un terrain d'une taille suffisamment importante qui va me permettre de pouvoir réaliser plusieurs maisons dessus. Et c'est qu'une fois que ces maisons sont réalisées, eh bien on n'a pas besoin en fait d'avoir une parcelle par maison. On peut très bien construire 2 maisons ou 3 maisons sur une seule et même unité foncière. Et ça, ça nous enlève en fait cette problématique de devoir trouver un terrain divisible pour faire maison par maison. D'accord. Et on pourra malgré tout revendre l'une des maisons plus tard, si on le désire. Tout à fait. Après, le fait de diviser pour pouvoir revendre une maison, parce qu'on sera dans l'obligation de diviser pour pouvoir revendre une maison indépendamment, ça se fera de toute façon de façon relativement simple. D'accord. Eh bien, maintenant passons à la question du mois qui nous est posée par Laurent de Vannes. Je souhaiterais investir avec plusieurs associés dans la construction de maisons pour en revendre une et louer l'autre. La SCI à l'IS, donc SCI à l'impôt sur les sociétés, peut-elle permettre de réaliser ce type de projet vis-à-vis des banques en particulier? Ah oui, question technique là. Oui, question technique. C'est assez difficile de répondre, mais on va essayer de répondre le plus précisément possible. Je n'aime pas utiliser le statut de la SCI dans le cas que vous venez d'exposer, c'est-à-dire dans le but de revendre tout de suite une maison et d'en conserver une autre à la location. Pourquoi? Parce que tout simplement, dans le statut de la SCI, il est indiqué que c'est une structure qui est faite pour de l'exploitation immobilière de long terme. Location. Voilà. D'accord. Une exploitation à long terme. SCCV, non? C'est ça. Dans le cas où on souhaite faire de l'achat-revente sur de la construction, eh bien, on va passer par une structure qui s'appelle de la SCCV, qui s'appelle la Société Civile Construction-Vente. D'accord. C'est là toute la subtilité. Donc, si l'on souhaite faire de la revente, il vaut mieux passer par cette structure pour être dans les clous en fait de la réglementation. D'accord, très bien. Eh bien, merci David de Villa. Nous rappelons à nos auditeurs que vous êtes investisseur immobilier spécialiste et puis surtout PDG de De Villa Capital. Et merci donc pour cette stratégie de la doublette. Nos auditeurs pourront retrouver tous vos conseils, formations et même bootcamp sur videvilla.com. Ah oui, parce qu'il faut quand même le dire à nos auditeurs. Si vous voulez vivre sur le terrain, la recherche de terrain et de pouvoir mettre en œuvre cette stratégie de la doublette, eh bien en fait là vous pouvez le vivre. Oui, voilà. C'est du live. Tout à fait. Au travers de mes formations, puisque j'ai un organisme de formation qui est agréé et Datadocké, donc qui est référencé. Donc les gens qui s'intéressent à ce type d'opération peuvent venir se former auprès de mon organisme de formation. Alors n'hésitez pas. Et puis quant à nous, nous donnons rendez-vous le mois prochain pour découvrir un nouveau thème. En attendant, vous pouvez nous retrouver sur le site construire-sa-retraite.com dans lequel vous pourrez découvrir plein d'investissements malins. Et n'oubliez pas, demain se décide aujourd'hui. Aujourd'hui, ne passez pas à côté des bonnes occasions en suivant les bons conseils de nos invités. Merci David. Merci à vous. Investir malin, une émission présentée par Alexandre Brunet et Gaëtan Lefebvre, cofondateurs du site construire-sa-retraite.com.